en direct, toujours à Carmaux, avec la même cheminée que pour Tchekhov, quasiment, donc quasiment il y a que presque. Là, c'est la cheminée d'Harry Potter. Ouais, oui, aussi, avec Jacques Bonafé. Alors, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est un homme, il faut absolument le connaître. Alors, il est bon. Alors, comédien, acteur. Alors déjà, toi, différence comédien-acteur, tu as un? Ben, ça dépend des usages, ça dépend des moments. Ouais. En général, il faut savoir être acteur d'abord. Être là, au bon moment, à la bonne occasion, acteur, agir simplement. Participer pleinement à un événement, c'est être acteur. Et comédien, c'est jouer, déjà. Ouais. C'est pas forcément le cas d'un acteur. Un acteur aussi, il sait ne pas jouer. Tandis qu'un comédien, il joue. Quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui se joue de tout. Donc tu aimes Pierre Dac, apparemment. Ouais. Alors moi. Tu aimes les mots, alors parce que tu es aussi poète. Oui. Il y avait tes livres en vente au festival. Alors, est-ce que ça représente une activité qui te plaît? Alors, on sait que ça te plaît, mais est-ce que ça t'aide à vivre financièrement ou c'est vraiment le truc en plus parce non, que j'y pense pas. Ça peut arrondir quelques fins de mois, mais c'est pas tellement l'objectif. Oui, mais je me doute, mais j'en ai besoin, ça me constitue. Oui. Ça me permet d'y voir clair dans mes pensées. Tu nous avais fait une démonstration au restaurant splendide, genre les nouveaux dialogues. C'est parce que il y a un côté très britannique chez toi. J'aime bien partir sur des flots comme ça, des discours que par exemple parler un peu du manager, parce que je crois qu'il faut en parler. Le manager renforce les processus organisationnels du groupe. Moi, je trouve aussi. Le manager développe les paramètres qualitatifs du projet. C'est également mon avis. Il stimule les changements analytiques et clarifie les savoir-faire motivationnels du groupe. On peut trouver mieux. Il dynamise les résultats cumulatifs des bénéficiaires, voilà qui est encore plus clair. Il identifie les programmes institutionnels et révèle les besoins neurolinguistiques de la structure et des pratiques. À cette heure-ci, c'est un petit peu difficile à dire, mais j'y arrive quand même. Alors, au niveau du vécu, enfin, le top manager, bah oui, entre-temps, il a grimpé la grade. Le top manager programme les concepts analytiques qui interviennent dans le suivi de la démarche des acteurs sur le terrain. Voilà. Ce que je suis en train de dire ne veut absolument rien dire, mais c'est un code de parole qui c'est pour ça qu'on aura la réforme des retraites. Et ça va faire sauter complètement. Voilà. C'est les seules bonnes paroles pour faire sauter un 49.3. Alors, on t'a vu dans des tas de trucs totalement différents. Oui. Alors toi, t'as pu te frotter à Elsa Zilberstein. Rien que pour ça, j'aurais voulu être toi. C'est une femme, enfin moi je la connais peu, pas autant qu'Antoine Decaune, qui a été assez Decaune pour la larguer, mais bon, ceci est une autre histoire. Tu as fait des courts-métrages avec Denis Lavant qui est un quasi-catalan parce qu'il a une maison chez nous à Banyuls. Mais en fait, on voudrait, ce que j'ai vu en court-métrage ou en long, on voudrait te voir plus souvent, donc au premier rôle. Pourquoi on se prive de toi au premier plan? Bah t'as vu ma tête. Et on dirait John Cleese. C'est très bien. Très bien. Il faut que je perfectionne. J'ai de l'avenir. D'accord. C'est ça qu'il faut se dire. La question, t'as commencé comment, plutôt théâtre, plutôt directement cinéma, et comment t'es pas devenu Tom Cruise jeune pour continuer à faire Mission Impossible, par exemple? Non, ça c'était pas moi. Je pouvais être jeune premier tourmenté. Ouais. Ça pouvait éventuellement m'entomber. À un moment, les gens ont cru que j'avais un potentiel de ce côté. Le premier film que j'ai fait important, le premier film, c'était un film qui s'appelait Anthracite, où j'étais une espèce de grand môle révolté qui s'échappait de l'institution scolaire dans laquelle il était. Il montait sur les toits, il faisait un discours. Le premier film important que j'ai fait, c'était avec Godard, où j'étais pas spécialement drôle, où il y avait... C'était lequel de Godard? Alors ça s'appelait Prénom Carmen. Ouais, non, je l'ai pas. Joseph, le personnage que j'interprétais, était un peu dramatique, un peu sombre. Ouais, bah c'est Godard aussi, hein, donc bon, voilà. Il y a de la joie chez Godard, c'est rare. Enfin, il y a de la joie, mais elle est philosophique. Donc, comme on le sait, la elle est spinozienne. Voilà, elle peut être au mieux spinozienne. Et puis, dans ma vie, de par mon origine,
j'aime bien les rôles de composition, c'est-à-dire de temps en temps faire le clown. En quoi être ch'ti prélude à la composition? Ouais, je sais pas si c'était être du Nord. T'es du doué. Être du Nord. Parce que t'es doué. De toutes les manières, tu es doué, oui, donc. Ah oui, je suis doué, oui. Je suis né surdoué. Ouais. Voilà. Et puis, après, il faut se débrouiller avec ça. La ville du Nord qui s'appelle Douai, hein, on est bien d'accord. Et il y a une forme de théâtre là-bas qui est parfois un peu de théâtre naturel. Le théâtre que se font les gens est un peu un peu exhibitionniste, un peu énorme. Ouais. Ah on le connaît à travers certains acteurs qui se sont fait connaître avec leur accent, etc. Ça y va. Vous voyez, je peux pas être sérieux quand je parle comme ça. Je peux pas trop être grave. Ah, c'est difficile. Et j'avais bien aimé m'illustrer aussi. Je faisais du théâtre classique et puis j'aimais bien aussi travailler sur des histoires du Nord. Voilà. Et t'as fait j'allais dire du théâtre en Picard parce que ça existait, mais je sais pas si pour le ch'ti c'est du Picard de toute manière. Mais est-ce que tu as fait du théâtre en Picard? Dans toutes les régions françaises, il y a une langue régionale ou un accent très fort qui autorise à raconter un peu ses voisins d'une certaine manière, à raconter le peuple au milieu duquel on vit. Alors oui, j'ai fait plutôt des revues, des moments de théâtre ou d'histoire. Disons que c'est le côté conteur de mon métier. J'ai raconté des histoires en Picard. Et ça se trouve quelque part, ça peut se voir parce que. Ben oui, ça peut. Oui. Est-ce qu'il y a des traces DVD de ton existence préalable? Un site qui s'appelle cafougnette.com. Excellent. Parce que le personnage du Nord, c'était Cafougnette. D'accord. Et sur lequel j'ai laissé beaucoup d'histoires du Nord. Et certaines sont filmées. Ah, ça c'est bon. Et ça. Du coup, j'ai créé Télé Cafougnette. Donc télécafougnette.com. Sur YouTube, c'est Télé Cafougnette où je raconte des histoires en ch'timi, Ah, ça, je le mettrai avec l'interview parce que ça vaut son pesant de cachou. Et est-ce que tu as été seul en scène parce que on a eu un festival, rien que pour toi, on a eu un festival, quoi. Tu as été et tu parles de Tchekhov avec émotion, du gars qui a fait Tchekhov avec émotion. T'es vraiment, tu gagnes à être connu. Et ça, c'est de la culture, tu vois. Parce que moi, je vis comme, je suis le Mad Max de la culture à Perpignan. Et j'arrive à Carmaux, je vois Olga. Le fieux, et je me dis, mais pourquoi moi à la cantine on me sert pas Bonafé tous les jours, quoi? Tu vois? Ça lasserait, hein, ça lasserait. Mais j'aime bien les numéros d'énergumènes. De temps en temps, effectivement. Alors, il y a une vraie passion. Quand j'ai besoin de défendre quelque chose, je le fais avec emphase, avec c'est un peu où j'aime bien emmener les gens comme ça. Et puis c'est l'occasion jamais là de dire. D'entraîner tout le monde et de dire et puis tu parles avec émotion par exemple du Tchekhov et du réalisateur, du travail sur la lumière, du travail sur les costumes. Tu dis ça parce que là on en sort, mais là oui, j'ai différentes fonctions. Puis tu es dans la déconne dans des troupes paumées de Picardie que par ailleurs j'y ai vécu 4 ans à Naour, tu vois. C'est avec Denis Lavant, enfin, tu vois, tu es vraiment très très varié, quoi. Et c'est pour ça qu'on dit non, mais j'en veux plus, moi. Ah, c'est un acteur de variété. C'est ça qu'il faut dire. Le gars, c'est un acteur de variété. Alors effectivement, j'ai des domaines très sérieux, comme la poésie, où j'ai dirigé une émission de poésie pendant 4 ans à France Culture, et des domaines très déconnants. C'est toujours sur le site Radio France. Non, mais c'est pas intéressant. Laisse pas parler. Non, mais vas-y, continue. Ah ben ça y est, je sais plus ce que je devais dire. Non, mais arrête de t'interrompre, c'est insupportable. C'est insupportable, donc non, sur France Culture, je demandais si c'est toujours dans les archives Radio France, parce que j'ai le truc. Oui. Donc si je tape ton nom, Bonafé, sur l'appli Radio France, on retrouve tes émissions de poésie. Ça, c'est génial. Voilà. Alors la poésie pour toi, c'est quoi? Est-ce que t'aimes le surréalisme ou t'aimes tout dans la poésie? Parce qu'après tout, il y a tellement de types de poésie.
Qu'est-ce qui te touche le plus? Je suis désolé, je vais être un peu ennuyeux. Oui. La poésie, c'est... Fais-nous Radio France. Non, je crois que c'est une façon d'échapper. La vraie poésie, c'est une façon d'échapper à ce qu'on dit un peu rapidement sur la poésie, en disant que c'est décoratif, c'est joli, c'est plaisant, ouais. C'est doux, c'est agréable. On dit, oh, c'est très poétique, ça c'est... Oui, c'est pour pas dire que c'est chiant. En fait, il y a... Non. Ah, il y a des gens sincères, tu veux dire? Il y a un vrai fondement à la poésie. Ouais. Je pense que c'est la question de un peu d'où viennent les mots. C'est entendre les mots, entendre les mots, quelque chose à nous faire entendre. Ils sont bousillés par la vie courante, ils sont utilisés dans même, et tout d'un coup on réentend un peu voilà, c'est la première chose. Il y a plein de raisons d'aimer la poésie. C'est une forme qui est imposée à l'écriture. Et c'est comme une difficulté à passer ou à surpasser pour les auteurs qui s'en servent, qui la font. Et donc, la poésie, c'est aussi petit à petit un apprentissage, c'est de retourner à des sources très lointaines ou de aimer des modes de poésie très anciens, parfois très remontant. Là, ces jours-ci, je lis des choses, des traductions de Virgile qui sont très étonnantes. Ça peut être des choses plus proches des choses médiévales ou je travaille beaucoup sur la poésie contemporaine. C'est là-dessus que j'axais mon émission. Tu parlais d'un poète belge. Jean-Pierre Verhegen. Voilà. J'ai beaucoup travaillé. Voilà. J'ai plein de poètes d'aujourd'hui avec lesquels je travaille. Valérie Rousseau, qui est une magnifique poétesse. Jacques Darras, et puis des tas d'autres, ouais. Voilà. C'est ça pour moi, la poésie, c'est des auteurs face auxquels je me sens tout petit, que j'aime bien dire, et qui, eux, ont une connaissance de la poésie qui me sidère. Voilà. Et Omar Khayyam, tu connais Omar Khayyam, oui. Enfin, moi j'aime bien parce qu'il y a du vin dedans et des femmes, donc c'est un peu Soldat Louis mais en Perse ou le tonneau, je ne sais plus. Il y a un nouveau, par exemple, est-ce qu'il y a un nouveau poète, ça fait insulte dans ma bouche, c'est pas loin d'être vrai d'ailleurs, qui t'intéresse de parler, par exemple, genre je l'aurais raté, et tu dis non là Nicolas déconne pas, ça serait bien que tu le lises. Sinon alors je te mépriserais d'une part et d'autre part. Voilà, par exemple, est-ce que tu as des nouveaux poètes comme ça, parce que la poésie j'aime pas trop le mot nouveau. Oui, enfin nouveau parce que il a 15 ans, c'est un génie comme Rimbaud, quoi. Non, mais ça marche pas avec la poésie. Il y a pas de date en poésie, on arrête avec ça. Il y a pas de rentrée littéraire, il y a pas de Sophie Loiseau écrit depuis des années une poésie de plus en plus intéressante. Mais elle me fait penser aussi à une qui écrit très bien chez Corti, qui est Fabienne Raffose, qui écrit dernièrement de très beaux poèmes sur l'oiseau, qui a une considération nouvelle là-dessus. Voilà, je pense à eux, à elle. Ça se balade parce qu'il y a tellement de... C'est des gens dont je suis curieux de connaître l'écriture. Alors j'ai pas envie de donner une clé en disant, j'aime d'ailleurs assez peu ça parce que ah ouais, tiens, lis celui-là, c'est vraiment bien. Ah puis t'oublies pas, il faut lire aussi ça et ça et ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On tombe sur des choses qu'on aime bien, mais peu importe. Et la poésie sous des nouvelles formes, par exemple. J'allais dire vraiment de grosses conneries, Grand Corps Malade, je plaisante, enfin de mon point de vue. Après, tu as le droit d'aimer. Une fois, je me suis frité avec un écrivain parce que je trouvais que ça allait, c'était pas. Mais avec des formes nouvelles, des mises en musique, par exemple, tu vois, ou des films. Enfin, tout. Alors, c'est sous des formes qui donnent l'impression d'être nouvelles, mais disons, c'est le slam effectivement a ses codes particuliers, avec des rimes très inscrites, etc. Il y avait Maïakovski déjà, la scansion maïakovskienne, enfin je sais pas. Ouais, mais le slam s'inscrit vraiment historiquement dans une tendance américaine qui date, je sais pas moi, des années 80 ou quelque chose, peu importe.
et puis qui a fait des émules, qui a fait des petits, puis voilà. Si j'aime beaucoup Jean-Pierre Verhaegen qui joue avec les mots, c'est parce qu'il réussit à placer des bombes partout dans ses phrases. Il n'y a pas de rime à la fin de la phrase. Elles sont partout dans la phrase. D'accord. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà. Et donc, les scansions, les rythmes de son écriture ne sont pas les mêmes. Mais j'ai peur qu'on se perde un peu dans une trop longue discussion là-dessus. Oui, on va reprendre. Tout à fait l'objet. Alors, on est venu pour un festival de cinéma. Oui, oui, non, mais c'est bien. Mais par exemple, avec Cyril, on a parlé photographie, tu vois, parce que c'est bien. Cinéma, on va vous retrouver. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est quoi le truc dans le monde parallèle qui vous aide à tenir, tu vois. Moi, par exemple, ce qui m'aide à tenir à Perpignan, c'est Carmon. C'est ma poésie à moi. Donc, c'est pour ça. Quels sont mes mondes parallèles? Oui. Tiens, bonne question. Tiens. J'aime bien qu'il y ait un parallèle aux choses, un parallèle au monde. Quand on montre les choses pour ce qu'elles sont en disant, regardez ça, c'est ça qu'il faut voir. Il y a quelque chose qui me gêne s'il n'y a pas d'arrière-plan. Hein, j'aimais ça parce que ici, c'est un festival au des second plan, tu parlais de profondeur de champ. Le second plan, et donc moi je vais plus loin en disant la profondeur de champ. Oui. C'est vrai, il y a des gens qui sont très contents parce qu'ils ont fait un très beau panoramique ou un plan paysage avec un drone et ça représente la beauté des montagnes, mais il n'y a rien que ce qu'ils filment. On voit que ce qu'ils filment direct. Il n'y a pas d'arrière-plan. Oui, il n'y a rien derrière. Voilà. Le mouvement même de la caméra empêche de voir des choses. Et donc, je disais ça au cours d'une projection tout à l'heure, c'est fou parce que c'était un plan fixe sur un paysage, mais on voyait déjà deux paysages. Déjà, il y avait... Tu parlais de vitre et de pluie. Alors ça, c'était un autre moment. Je pense que ça signifiait symboliquement beaucoup de choses que derrière la vitre, les visages soient légèrement déformés. C'était... Oh, je peux pas parler, c'est long à dire. Il y avait une économie de moyens qui était prodigieuse. On fait un film ancien. On peut faire des reconstitutions américaines et mirifiques pour faire sentir que on a mis le pognon pour que ça ressemble à des costumes d'autrefois. Ou alors on peut s'amuser avec des effets d'optique, et là c'était le cas, à travers une vitre. Vous savez, les vitres d'autrefois, elles étaient moins transparentes que celles d'aujourd'hui, qui déforment un peu les êtres et les visages, etc. Et tout d'un coup, là, c'était typiquement une espèce de signature, de griffe du film, de dire extraordinairement, regardez, il suffit de ça pour faire un saut incroyable dans le passé. Voilà. Les deux personnes qu'on voyait un petit peu indistinctement derrière la vitre, et à deux reprises, le cinéaste René Ferré jouait de cette déformation, nous racontait 10 fois plus de choses que dans une reconstitution. Voilà, il y avait des tas d'évocations à travers ce flou. Voilà, ce flou naturel, appelons-le comme ça. Pas ce flot naturel, encore que bon. Alors, tu dois retourner dans ton chez te coucher. Donc, on va faire le truc Jules Dur. C'est où qu'on te retrouve au cinéma et au théâtre bientôt? Je suis sur les routes avec différents spectacles de théâtre. Là, je sais que je démarre un tournage avec Emmanuel Courcol, qui avait réalisé le magnifique film Un Triomphe, qui racontait des détenus au théâtre dans un Beckett avec Cadmerade. Et là, on démarre un film qui s'appelle En fanfare. Voilà, j'ai la chance de tourner dans ma région natale, d'Ache-Nord, et de jouer de la trompette parce que je fais partie de l'harmonie municipale. Voilà qui est bien. Est-ce qu'il y a, t'as un site où on peut retrouver tout ce que tu fais si on devient, comme moi, je suis en train de devenir un de tes fans. Oui. Comme j'ai la même maladie que tout le monde, une page qui me gratte, un site qui m'occupe. J'ai un site qui s'appelle compagniefaisant-.org, mais c'est déjà un peu compliqué à dire. Il suffit de taper Jacques Bonafé et on trouve les liens, ouais. Bon, Jacques Bonafé, merci. Alors merci et merci. Enfin, tu verras les rayons. C'est un peu comme la vitre dont on parlait. Il y a des profondeurs de merci. Et j'espère à bientôt. On a été long là. Il faudra couper. Hein. Voilà.